Bonjour Anna Higlemer. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir sur le plateau. Vous êtes député de la première circonscription du Finistère et depuis le mois de septembre, vous êtes élu, nommé, je crois, pas élu, nommé, président du Conseil national de l'habitat. Vous succédez d'ailleurs au député Lionel Causse. Nous sommes vraiment ravis de vous recevoir puisque le sujet du logement est un sujet grave et la situation actuelle, elle est fortement dégradée. L'immobilier subit une situation qui est catastrophique. C'est toute la filière qui est concernée, y compris la construction. Quand vous voyez le constat amer, dur, où on a l'impression de reculer il y a plus de 60 ans en arrière avec une grave crise du logement, même celle qu'on a connue avec le rapatriement à l'époque dans les années 60, qu'est-ce que vous ressentez, vous, en tant qu'élu de la République ? En tant qu'élu, on peut être que déçu et puis alarmé. Enfin, il y a un moment où il faut vraiment agir, il faut trouver des solutions, il faut que ça soit collectif aussi, et il faut que la prise de conscience elle soit collective. C'est-à-dire que souvent on met sur la politique la responsabilité, mais elle est globale, elle est au niveau des collectivités, elle est aussi au niveau des citoyens sur les choix qu'ils ont pu faire en termes d'investissement et d'usage de leurs biens. Donc il y a un moment où il faut qu'il y ait une prise de conscience, qu'on peut pas effectivement continuer dans ce sens où le logement, il a pour but initial, c'est de mettre un toit sur la tête des gens. Et là, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à inverser cette dynamique. Donc, il faut peut-être inciter, effectivement, à améliorer les choses. Mais on voit que le nombre augmente de gens qui sont à la rue. C'est pas digne. C'est pas digne dans un pays comme la France. Donc, on peut que être dans un état d'être alarmé. Mais c'est bien de faire des constats, mais il faut agir. Alors, justement, merci de faire cette transition depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. Et bravo, puisque vous avez été largement réélu dans votre circonscription. L'instabilité politique persiste et signe, mais ce côté délétère de la politique de logement, absente depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron, on peut le dire, aura eu déjà 2 ministres en 6 mois. La ministre Valérie Létard nous apparaît effectivement pour l'ensemble de la profession, et elle fait l'unanimité, avoir été maintenue, et c'est plutôt un bon signal qui est envoyé. On le sait, c'est politique. On sait également que vous parlez franc, vous parlez direct. Comment vous analysez, vous qui êtes dans une certaine mesure dans la majorité, on peut dire les choses, présidentielles, quelles décisions vous avez prises? Qu'est-ce qu'on peut dire lorsqu'on juge cette instabilité dont la cause première est cette mésentente politique, cette difficulté à trouver le curseur pour améliorer au quotidien la vie des Français compte tenu de cette grave crise? Pour moi, le logement, déjà, ne devrait pas avoir une étiquette politique. Il y a un moment où il faut le faire, cette notion de dépassement, parce qu'il faut que ça soit œuvre utile, en fait, pour le citoyen. Au vu de la situation, on peut pas dire je porte ma casaque et je vais aller au combat contre autrui qui a peut-être des propositions qui sont pas les nôtres, issues de notre camp, mais qui sont peut-être utiles malgré tout. Donc, il faut avoir une ouverture d'esprit bien plus large que celle qu'on peut encore entendre des fois au sein de l'hémicycle. Il y a un moment où il y a des réalités, il faut y aller ensemble. Et on a fait, avec Valérie Létard notamment, cette capacité de réunir en fait l'ensemble des politiques et notamment des parlementaires autour de la table. C'est fréquent qu'on se retrouve pour en discuter, pour harmoniser nos décisions et pour se faire des compromis. À un moment, c'est des compromis pour agir. C'est pas juste du blabla. Les gens, ils en ont marre du blabla. Ils veulent juste avoir un toit. Donc, il y a un dépassement qu'on doit faire pour arrêter les positionnements politiques. Il est vrai que, vous l'avez décrit, la situation a été instable depuis quelques mois, voire années. C'est-à-dire avec une succession de ministres qui n'ont pas pu dérouler, on peut pas leur en vouloir, ils n'ont pas pu dérouler un projet politique. On attend toujours, effectivement, une proposition de loi ministérielle qui nous permettrait d'avoir une projection sur l'avenir et puis de mettre des étapes et des curseurs d'urgence moyen, court terme pour pouvoir agir. Ça, on l'attend tous. Les parlementaires, je pense, en sont saisis. On s'est rendu compte qu'en fait, le poids, on devait l'attendre au niveau du Parlement et non plus peut-être dans le gouvernement tant qu'il y avait une instabilité. Là, moi, je suis ravie que Valérie Létard soit maintenue parce que justement, cette stabilité, on l'aura sans doute et elle est très à l'écoute des parlementaires qui ont fait plusieurs propositions de loi. Donc, on va y aller malheureusement peut-être pas à pas, mais le but du jeu, c'est qu'on aille tous dans le même sens. Au bout d'un moment, on peut plus se disperser. Alors justement, pour rentrer, et je suis ravi que vous le disiez d'ailleurs, dans le contexte qui est quand même très grave, on voit bien que cette crise met en exergue finalement la complexité des rapports entre notamment les propriétaires ou les bailleurs privés, ces millions de petits propriétaires
qui ont besoin de leur loyer. Hein, c'est pas des salauds de capitalistes qui exploitent la pauvreté du peuple. Ce sont beaucoup de millions de petits propriétaires qui ont l'impression finalement d'être les parents pauvres de ces politiques, avec une inflation normative, interdiction de mise en location des passoires thermiques. Alors on peut le juger positivement, mais avec finalement un calendrier un peu contraint, l'encadrement des loyers ou la flambée de la taxe foncière, on voit bien que l'accès à la propriété, c'est pas simple, hein, en France en ce moment. Quelle solution vous préconisez pour améliorer ce rapport avec ces millions de propriétaires dont on a besoin pour relancer l'achat et essayer par exemple de débloquer quelque chose qui est absolument délétère, c'est le marché locatif, dont l'offre s'est rétrécie de plus de moitié en 2 ans. Oui, effectivement, on voit que c'est le lien de confiance en fait qui a été rompu un peu avec du coup une disproportion entre les droits du locataire par rapport aux droits du propriétaire. Et donc il y a réellement cette demande. Alors, on parle toujours du statut de bailleur privé. Alors seulement derrière, qu'est-ce que l'on met? On met pas toujours les mêmes mots en fonction des acteurs que l'on reçoit. Donc il va falloir justement se concerter. C'est une proposition notamment de Valérie Létard, la ministre, qui nous a dit faut qu'on se mette autour de la table pour réellement savoir comment on définit ce statut de bailleur privé. Il doit pas uniquement pour moi être défini sur des notions de fiscalité. Donc c'était un petit peu la demande initiale où certains voulaient qu'on rajoute des amortissements quand on fait la location nue, etc. C'est pas uniquement ça. Je veux dire, la fiscalité n'est pas le seul levier pour faire changer les comportements des propriétaires. Non, donc ça y participe un peu quand même. Ça y participe. Autrement, moi j'aurais pas contribué autant que j'ai pu faire sur la fiscalité. L'incitation à l'investissement. Mais c'est nécessaire qu'on le fasse. Mais au-delà de ça, c'est le lien avec effectivement avec le locataire, être assuré. Donc il y a des garanties loyers impayés, notamment qui existent déjà. Est-ce qu'il faut aller plus loin sur ces notions de garantie? Il y a peut-être de l'agilité à avoir dans les baux, des choses à faire évoluer pour avoir des baux peut-être plus agiles aussi dans le nu, comme on l'a dans le meublé, sachant que le meublé nous permet cette agilité. Cependant, on sait très bien que dans le meublé, les loyers sont plus hauts aussi, plus élevés du fait de l'investissement, notamment dans les meubles, mais ça permet une agilité pour récupérer son bien plus aisément. Ce que demandent aussi certains citoyens, c'est aussi ça, se dire que quand on s'engage sur un bail avec quelqu'un, on puisse avoir un peu de liberté malgré tout sur la propriété et l'usage qu'on veut en faire à long terme. Donc il y a quand même du travail encore à mener pour peut-être modifier ce rapport entre le propriétaire et le locataire. Tout à l'heure, Bérénice pointait la conclusion du rapport de l'ex-fondation Abbé Pierre, avec le nombre de mal logés qui est absolument incroyable et une inflation du nombre de personnes qui sont aujourd'hui à la rue, 350 000, ils étaient 330 000 seulement l'an dernier dans le dernier rapport. On le voit, le retrait des passoires dites thermiques, étiquette G, environ 570 000 logements à partir du 1er janvier 2025. En 2028, ce sera les étiquettes F. Je reprends, puisque dans l'actualité, cette semaine, vous étiez à l'Assemblée, vous avez alerté, vous avez posé une question très directe à Valérie Létard, et vous avez mis en avant, sur une étude qui a été menée, je cite, par une start-up dans la Réno qui s'appelle Carreno, 8 millions d'études sur des DPE, 1 300 000 DPE frauduleux. Frauduleux. Et vous avez posé la question à Valérie Létard, qui a fait une réponse extrêmement claire d'ailleurs, et je fais référence notamment à l'amendement du député La Baronne, qui va renforcer le dispositif. Qu'est-ce que vous dites justement? Est-ce que l'arsenal aujourd'hui qui permettra d'endiguer la fraude au DPE sera suffisante? Il faut savoir, c'est une profession qui est assez récente malgré tout, donc elle se développe, elle a besoin de se structurer, et c'est la demande aussi de la profession. Faut voir qu'eux, ils ont besoin d'avoir une crédibilité et d'avoir un lien de confiance aussi. Quand vous toquez à la porte pour faire un DPE, il faut que vous ayez des garanties que la personne qui est en face de vous fera le bon DPE au bon niveau, parce que derrière l'engagement, il est aussi de pouvoir vendre son habitat ou le louer, donc c'est quand même un enjeu majeur pour le propriétaire. Donc effectivement, quand quelqu'un toque à votre porte, il se dit diagnostiqueur, il faut qu'on ait cette confiance. Cette confiance, elle va aussi par une structuration en fait de la profession, que ce soit en termes de formation, ce qui a déjà été fait, notamment de carte professionnelle qui permet de justifier effectivement que vous êtes le bon diagnostiqueur et que vous êtes labellisé pour pouvoir justement rentrer chez les gens et pouvoir faire le bon diagnostic. Donc tout ça, c'est des garanties qui étaient demandées, certainement déjà été mises en place. On parle aussi de mettre en place une sorte de registre pour savoir qui a été frauduleux, pas frauduleux. C'est pas de pointer du doigt, mais c'est d'améliorer en fait la confiance entre justement le propriétaire et le locataire. Vous allez plus loin, il va y avoir une carte d'identité avec un QR code
que n'importe quel usager peut scanner pour vérifier la réalité de la personne, la capacité de la personne. Exactement. Ça va se faire. Ça va se faire, ça va être mis en place, ça a déjà été décidé, donc du coup ça va se faire et ça sera une garantie de confiance entre les deux personnes, mais aussi envers les professionnels. Les professionnels, ils s'engagent justement sur un cahier des charges avec justement des compétences derrière, et c'est une histoire de quelques temps, là, quelques mois pour que ça se mette en place, pour qu'on puisse réellement garantir que le DPE qui vous sera fait ne sera pas un DPE frauduleux juste de connivence. Donc effectivement, on avance sur le sujet et c'est nécessaire et indispensable. Voilà, le temps me manque pour vous poser la dernière question, mais je suis ravi que vous soyez venu sur notre plateau. Notamment, je voulais faire allusion à la loi dite Le Meur, parce que vous avez une loi qui porte votre nom sur justement les meublés saisonniers. Vous avez enfin réaligné, rééquilibré le marché. On va espérer qu'avec le recul, ça porte enfin ses fruits. On était ravis de vous recevoir sur ce plateau, Anaïg Le Meur. Je rappelle que vous êtes député de la première circonscription du Finistère et président du Conseil national de l'habitat.